Mesdames et messieurs, l'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. C'est non sans une certaine émotion que j'ouvre ce procès qui, après une instruction d'une longueur inhabituelle, même pour la justice française, quelques millénaires, trouve enfin son aboutissement naturel. C'est en effet ici que la femme sera jugée de ses passions égalitaires, devant cette cour spéciale pour la place de la femme. Alors la femme, 50% de la population mondiale, deuxième dans l'ordre de création, domiciliée en principe dans la cuisine, n'est pas comparante pour son propre procès. Décidément, elle n'est jamais là quand on a réellement besoin d'elle. Peut-être a-t-elle du mal à réaliser son boulot pour se garer. Je note néanmoins qu'aspirant à être un homme, la femme sera bien représentée par deux aspirants avocats. Il m'appartient de vous rappeler les termes suivants de l'instruction qui a justifié le renvoi de la femme à cette audience. La femme, depuis la nuit des temps et sous réserve de quelques anomalies matriarcales, vit sous la coupe des hommes, cantonnée à la maternité, à des rôles subalternes ou, pour les plus chanceux, à assurer la représentation du beau sexe. Ces dernières décennies, la femme a poussé pour que cette situation naturelle change. Et les résultats donnés par des centaines, des milliers d'heures d'écoute, de filature, d'enquêtes méticuleuses sont accablants. La femme, aujourd'hui, travaille. Et elle est payée pour ça. De plus en plus, pour une rémunération se rapprochant de celle de l'homme, elle peut même, dans certains cas, accéder à des fonctions à forte responsabilité. La femme vote et participe au choix de ses représentants politiques. Dans certains cas extrêmes, la femme se présente à des mandats électifs. Dans certains cas dramatiques, la femme est élue. La femme dispose de la majorité juridique et de la liberté nécessaire pour faire ce qu'elle sait peut-être faire de mieux, dépenser l'argent. Mais la femme peut aussi faire des études. Et sur un autre terrain, la femme peut être libre de sa sexualité, choisir sa contraception et même de son partenaire. Et encore plus, dans certains cas, la femme peut même dénoncer les hommes qui ne l'entendraient pas de cette oreille. La femme peut aujourd'hui ne pas être désirable, en toutes circonstances, ne pas savoir cuisiner ou tenir une maison. Elle peut ressembler à l'homme sans maîtriser sa pilosité et accéder à presque tous les métiers. Si l'on peut encore lire certains magazines féminins qui ne manquent pas de rappeler qu'il vaut mieux avoir l'air fraîche le matin qu'intelligente, il est devenu évident que la société n'avait plus affaire à quelques anomalies que l'on pourrait tolérer, mais bien à une tentative d'usurpation en règle. Trop d'indices étant désormais concordants pour que l'enquête ne puisse pas s'accélérer, il a donc été décidé d'appréhender la femme. Les services de police compétents, interpellant la femme, n'ont pu se rendre qu'à l'évidence. Le mouvement du droit des femmes est, à son rythme, en marche. En garde à vue donc, la femme interrogée a déclaré qu'elle ne remettait rien et que si ça ne tenait qu'à elle, son mouvement serait plus fort. Plus de plafond de verre à astiquer pour elle et à travail égal, elle veut un salaire égal, une représentation politique égale, une fin des doubles standards de jugement, des comportements sexistes et du précaré de l'homme, une participation de chacun en fonction de ses convenances et sans que cela ne soit déterminé par son genre aux tâches ménagères. Le doute n'était plus permis. La femme voulait une société sans déterminisme de genre. Sans trop interpréter, on peut en conclure à ce stade que la femme voudrait même remplacer l'homme. Après cet interrogatoire, plusieurs experts ont été interrogés et ils sont unanimes. Les hypothèses soulevées par la femme seraient peu crédibles ou farfelues. Cela supposerait de remettre en cause un équilibre social patiemment élaboré
pendant des siècles, cela supposerait de mettre en péril la santé économique de nos entreprises face à une augmentation des revenus de la femme. Cela supposerait de devoir juger fastidieusement les comportements délictueux dénoncés par la femme et d'engorger nos tribunaux, qui ont mieux à faire que de juger les hommes. De même, la langue française en serait sûrement ravagée à coups de points médians et autres pronoms asexués. Cela supposerait surtout d'obliger l'homme à se remettre en cause. Et pire encore, à remettre en cause les droits des hommes. Afin de compléter l'enquête, un appel à témoins a été lancé et des témoignages accablants ont été réunis contre la femme. J'en ai retenu deux, bouleversants. Celui de Gérard F., qui le 17 juin 2015 constatait en rentrant à son domicile que la blanquette de veau n'était pas prête. Et en lieu et place qu'un plat surgelé était prêt, avait été préparé par Géraldine F., sa femme, laquelle, vêtue d'une tenue que l'on pourrait qualifié d'appel au viol, entendait au surplus sortir avec des amis. Et celui de Philiberger, qui le 29 février 2012 a vu sa femme, Philippine F., solliciter le divorce, motif pris de ses nombreuses infidélités, ce alors même que, selon Philibert, sa femme avait consenti tacitement à de telles infidélités. La femme a alors été mise en examen de vouloir être un homme comme les autres. Elle ne peut ignorer ce que la société lui rappelle constamment, qu'il lui appartient naturellement d'assurer à l'homme sa descendance, de le nourrir, de s'assurer du confort de son foyer et de tenir sa maison, qu'il lui appartient également de s'assurer d'être désirable en toutes circonstances, agréable à l'homme, sans en faire trop non plus. Civil pour ses plaidoiries. La femme est l'avenir de l'homme. Quel démago ce Jean Ferrat! Loin d'être son avenir, elle est sa décadence. Tout chez la femme n'est que faiblesse. Elle se présente la bouche en cœur, faisant les yeux doux, attendant qu'on lui passe la bague au doigt. Mais elle n'est pour l'homme que son talon d'Achille. Chaque jour, elle joue des coudes pour se hisser à son niveau, mais elle ne lui arrive pas à la cheville. Monsieur le Président, Mesdames de la Cour, je me tiens devant vous aujourd'hui pour défendre l'homme, le mâle, celui qui domine le monde, celui qui assoit son autorité, celui qui surplombe la société. Il n'est pas ici coupable, mais victime d'accusations et de reproches dont il n'est pas responsable. J'ai l'intention de vous prouver son innocence afin que chacun entende raison et renonce enfin au vain combat pour l'égalité. Il faut comme préalable que chacun comprenne et admette que l'homme est, par nature, supérieur, et ce, à bien des égards. Je commencerai par les aspects physiologiques, car les faits scientifiques sont indiscutables et immuables. Les handicaps dont souffrent les femmes sont nombreux. Une carrure vulnérable, un corps frêle et faible, difforme et invalide. Elles sont victimes des manifestations physiques de la féminité. Irrégulières, instables, sujettes à toutes leurs humeurs hormonales, affaiblies une semaine par mois, soit un quart de leur vie de femelle active. Oui, Dame Nature établit parfois des règles injustes. Tant d'incapacités qui ne la rendent que peu fiable, mais pas d'inquiétude. Leur utilité est autant limitée que leur capacité. C'est prouvé. L'existence de la femme ne se résume qu'à une seule et unique fonction, celle de la reproduction. Et pourtant, même en ce domaine, c'est l'homme qui fait tout le travail. Elle ne joue qu'un rôle de réceptacle. Elle ne porte qu'un enfant pendant 9 mois. Lui, on porte des millions chaque jour. L'expression sexe faible se reflète jusque dans notre conception du rapport sexuel. C'est bien l'orgasme masculin qui en marque la fin.
Heureusement que monsieur est bienveillant et préserve madame du frivole plaisir pêcheur en s'efforçant d'y parvenir rapidement. Mais ce n'est pas tout. Sur le plan psychologique aussi, l'écart est incontestable. Bienveillant, compétent, protecteur, mais surtout stable d'esprit, l'homme prend en charge toutes les responsabilités sans fléchir. Il est ce super-héros qui, de sa supériorité, supervise superbement chaque plan. Hélas, elle reste en toutes circonstances superficielle et superflue. Déjà au XIXe siècle, le portrait de la femme normale, dressé par le célèbre criminologue César Lombroso, la décrivait comme maternelle, soumise et incapable de tout choix complexe d'un point de vue moral, parce que tout chez elle peut être expliqué par l'étroite relation entre l'utérus et le cerveau. Il n'était pas seul. Freud lui-même parlait d'hystérie comme d'un comportement typiquement féminin. D'ailleurs, étymologiquement, le mot hystérie vient du grec hystéra qui désigne, je vous le donne en mille, l'utérus. Avec tout ça, pas facile de faire son trou. Cette instabilité psychologique rend la femme incapable d'assumer des tâches importantes ou des responsabilités. Le service militaire, l'ingénierie, la direction d'une entreprise ou même d'un État. Tout autant de fonctions qui nécessitent la fiabilité et la compétence de l'homme. Et s'il est supérieur physiquement et psychologiquement, il l'est aussi, en toute logique, sociologiquement. Là encore, les faits objectifs se suffisent à eux-mêmes. Des millénaires de règne masculin. Leur puissance dans la société existe depuis les prémices de l'humanité. D'abord chasseurs, puis explorateurs, conquérants, empereurs, présidents, ce sont eux qui ont façonné l'histoire. Alexandre le Grand, Jules César, Beethoven, Einstein, Voltaire, Montesquieu, Charles de Gaulle, François Hollande. Vous l'aurez compris, la suprématie socio-politique de l'homme se justifie par la nature et par l'histoire. Dès lors, les revendications féminines ne peuvent pas être rationnelles. Et pourtant, elles continuent à se battre pour s'emparer des attributions et mérites du sexe opposé. Quand l'homme lui fait des déclarations d'amour, elle ne lui fait que des déclarations de guerre. À croire que ce n'est pas suffisant pour elle de s'être approprié le monde du travail pendant que lui se battait vaillamment à la Grande Guerre, de s'être immiscé dans la vie électorale, soumettant l'avenir du pays à ses humeurs et à sa folie. Et elles se battent et elles se plaignent, qualifiant d'oppresseur celui qui est leur protecteur, rejetant sa domination, sans même voir qu'elles agissent contre leur propre intérêt. Jusqu'à quand durera cette futile bataille ? Je vous dis tout ça de manière neutre, mais aussi en tant que femme. Je suis lasse de voir mes congénères tourner en rond comme des lionnes en cage. Mesdames, de grâce, entendez raison. Admettez que la forme patriarcale est la meilleure façon d'organiser notre société. C'est la protection de valeurs qui nous sont chères, celle du bon père de famille, de la figure virile et paternelle. Elle nous offre confort, sécurité, protection. On est bien comme ça, non ? Mon Dieu, qu'on est bien. Et si on a conforté l'homme en ce sens pendant des millénaires, c'est que quelque part, la soumission nous convient. Pour nous, femmes, prendre sa place serait jouer avec trop de facteurs inconnus. Pourquoi s'exposer à de tels risques ? Tout changement n'est pas bon à prendre, mesdames et messieurs. Et de toute façon, quel besoin avons-nous de diriger, de gouverner, de nous mêler des affaires qui sont typiquement masculines ? Là n'est pas notre place. On dit que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Oui, et bien justement, elle reste derrière. Elle est là, notre place. Sauf peut-être dans l'intimité. Alors mettons un terme à l'hypocrisie et acceptons la domination masculine telle qu'elle est, légitime.
Cessons de les tirer vers le bas avec nos exigences égoïstes et puériles, de les importuner avec nos centres d'intérêt trop féminins. Remplissons notre rôle de femmes, enfantons leurs fils et leurs filles en toute docilité, sans chercher à s'accaparer leur pouvoir. Parce qu'après tout, admettons-le, nous n'en voulons pas de leur pouvoir. On veut des hommes aux commandes, on veut des hommes qui commandent. On a besoin de leur autorité, de leur charisme, de leur force d'esprit. Ils font tout pour nous satisfaire, pour rencontrer nos idéaux. Ce sont eux qui font tourner le monde depuis toujours. De quel droit oserions-nous nous dresser face à lui, demandant l'égalité, petits êtres fragiles et atrophiés que nous sommes? Faisons-leur confiance. Ils savent ce qu'ils font, et ils le font pour nous. Ce n'est même pas là de l'oppression masculine. Voyez donc l'innocence de l'homme. Il ne s'est jamais battu pour asseoir sa supériorité. Elle est indépendante de sa volonté. Ainsi, vous en conviendrez, mesdames et messieurs, la femme n'est pas un homme comme les autres. Elle n'est pas un homme et ne le sera jamais. Elle ne peut que rêver de l'être, ou rêver de lui. Et comme je la comprends, après tout, comment résister à une telle œuvre de perfection? Le Seigneur s'est surpassé lorsqu'il a façonné son corps. Il l'a fait grand, massif, imposant, le dotant de muscles puissants. Il lui a confié des reins en acier et des bras forts pour qu'une maîtresse vienne s'y loger. Ou deux s'il est doué. Il lui a infusé sa grande fierté, cette arrogance presque innée, afin que lorsqu'il s'exprime de sa voix grave, tous soient subjugués par sa tonalité suave. Dieu a créé son anatomie sans faille. Voyez ce divin sens du détail. Observez cet attribut, ma foi obsédant, qu'est la sublime pomme d'Adam. Elle est à l'homme ce que le mont de Vénus est à la femme. Élément essentiel d'érotisme et de virilité, elle est un appel à la sexualité. Mais bien sûr, comment exprimer mon amour pour l'homme sans mentionner la pièce maîtresse, le bouquet final, la cerise sur le gâteau? Je dirais presque la goutte qui fait déborder le vase. Mais voilà que je m'égare. Tel est leur ultime pouvoir. Impossible de parler d'eux sans être distraite. Monsieur le Président, Mesdames de la Cour, je vous parle de l'homme parce que je l'aime. Oui, j'aime l'homme dans toute sa splendeur et dans tout ce qu'il représente. Mes propos, certes provoquants, ne traduisent que mon écœurement de voir cette guerre incessante. Une telle confrontation n'a pas lieu d'être. Mais je conviens que ma condition de femme puisse ternir ma force de conviction. Aussi compterai-je sur mon confrère masculin pour vous faire entendre raison. Puisse-t-il enfin vous convaincre que c'est dans l'inégalité que l'humanité retrouve toute sa beauté. Merci, Maître. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames de la Cour, il fut un temps où les héros consultaient les augures. Je suis venu dans cette salle, il y avait un merveilleux soleil, et quand on a annoncé la cour, le ciel s'est assombri. Pauvre homme. S'il m'est donné de prendre la parole devant vous en ce jour néfaste, c'est pour défendre les intérêts du plus illustre des clients, l'homme. Autrefois conquérant, aujourd'hui chancelant, atteint, blessé, meurtri. Ma consoeur l'a dit de façon tout à fait brillante. Durant des millénaires, l'homme a tenu sur Terre une place prépondérante, la place des rois, des artistes, des savants, des guerriers. Mais voilà que dans la seconde moitié du XXe siècle, profitant très certainement du sang versé par les soldats de la liberté, la femme est descendue du paradis
où elle habitait. L'idéal féminin s'est incarné et s'est donc sali en se compromettant. Le projet morbide de la femme était de devenir l'égal de l'homme. Alors il est aujourd'hui très difficile de prendre la parole pour défendre l'homme sans paraître totalement cynique ou réac, sans revêtir les oripeaux de la nouvelle bête de l'Apocalypse, j'ai nommé le patriarcat. Alors je veux ici l'affirmer devant la justice. Oui, la cause des femmes est une noble cause. Et mon client l'aime cette cause. Et il aime cette femme aussi. Aujourd'hui, la fièvre de l'égalitarisme en a gagné plus d'une. Et on voit depuis quelques années poindre une haine d'un genre nouveau, la haine de l'homme. Les féministes, les plus dures, convoquent alors leur légion. Vous les connaissez toutes. Il s'agit de ces fémènes aux tétons agressifs. Et tout à coup, les hérénies se déchaînent. Les hommes deviennent le réceptacle de toute leur fureur. Ils deviennent responsables de tous leurs maux. Après tout, c'est bien le pluriel de mal. L'enchère des revendications des femmes s'apparente au tonneau des Danaïdes. Alors oui, je l'ai dit, je le répète, certaines revendications ont beaucoup de sens. Mais certaines veulent détruire la phallocratie, c'est-à-dire arracher un sceptre que nous avons parfois nous-mêmes tant de mal à brandir. Pour ce faire, on en vient aujourd'hui jusqu'à mutiler la langue française. Et donc la pensée, car comme vous le savez, la parole concrétise la pensée et donc la nature intrinsèque d'un individu. La parole. Mais parlons-en de la parole. Aujourd'hui, la cour que vous représentez a courbé la tête face au tweet. Et oui, quand on balance un porc, la présomption d'innocence est forcément salie. La parole d'un homme, quant à elle, est tout de suite sujette à caution. Un homme battu dans un couple, on le dira, il n'a pas d'organes, il est fragile. En tous les cas, on ne le croit pas vraiment. Et je ne vous parle même pas du viol. Alors on vous dira peut-être en face, oui, mais il a bandé, c'est donc qu'il en avait forcément envie. Eh bien non, mesdames, pas forcément. Les femmes les plus acharnées veulent abolir cette idole plurimillénaire, la domination masculine. Alors je vous l'accorde, cette domination est brillante. Sauf que quand on regarde le revers de la médaille, c'est plus fuligineux. C'est souvent méconnu d'ailleurs. L'homme est condamné depuis bien longtemps. Mais ça aussi, le rappeler, c'est scandaleux. Quand on est un homme, on a 19 fois plus de chances qu'une femme de se retrouver face à une cour. On a 33 fois plus de chances d'encourir une peine d'emprisonnement. Quand on est un homme, on doit forcément avoir de l'ambition et on doit s'offusquer face à la féminisation de certaines professions et ne rien dire si on n'a pas de congé de paternité. Quand on est un homme, on est immédiatement suspecté de faiblesse si on se dirige vers une profession médicale ou vers la petite enfance. Et je ne vous parle même pas des professions artistiques ou littéraires où les faibles côtoieront les pédés. Quand on est un homme, on est certes récompensé par un meilleur salaire à poste égal. Mais quand le Titanic sombre dans les eaux glaciales de la mort, c'est les femmes et les enfants d'abord. C'est aussi cela, le patriarcat. Une prison dorée que les hommes ont bâtie et que les femmes ont entretenue. Mesdames, vous êtes souvent complices de vos accusations. Mais je vous rassure tout de suite, l'homme ne souhaite en aucun cas
vous rabaisser. Je crois même qu'il a entériné votre supériorité depuis des siècles. Il me vient à l'esprit un proverbe persan qui dit « Les éléphants glissent sur les roses ». Je vous laisse deviner qui est qui. Et oui, nous les hommes, quand on regarde une femme, c'est forcément vers le haut. La femme est l'être par lequel l'homme s'exauce. Alors je vous propose de regarder les femmes originelles, dont les mythes ne dénaturent pas la grandeur. On peut prendre Pandore, par exemple. Alors Pandore, certes, elle a ouvert la jarre, révélée. Pourquoi la superbe différence existant entre nos sexes ne serait-elle pas notre plus grande force? Nous devrions magnifier notre complémentarité, car l'union fait la force. Alors regardons de nouveau le mythe biblique. L'homme fut tiré de la glaise, c'est donc un être de boue. La femme, quant à elle, fut tirée du côté de l'homme, c'est donc un être de chair. Et on la tient là, notre merveilleuse complémentarité. D'ailleurs, ne dit-on pas marcher côte à côte? Mon client espère que vous entendrez les réquisitions de Madame l'avocat général et que vous entrerez en voie de condamnation. Condamner une forme d'égalitarisme militant qui nuit à la poésie de ce monde que certains dépeignent comme si triste. Condamner la femme à cette inégalité que nous moquons parfois, mais que nous admirons toujours. La peine que vous prononcerez sera à ce moment-là une peine de joie. Embrassez ce paradoxe. Je vous demande, mesdames, monsieur, d'entrer en voie de condamnation, car si vous ne condamnez pas, vous aurez jugé, mais vous n'aurez pas rendu justice. Vous remarquez sans doute que, à côté de moi, la chaise est vide. L'homme ne s'est pas présenté. Et quand je regarde en face, je vois que la femme non plus ne s'est pas présentée. Peut-être qu'ils ne sont pas très loin, peut-être qu'ils sont juste là derrière, au jardin des plantes. Et je me plais à les imaginer marchant tous les deux doucement dans l'herbe, côte à côte, main dans la main. Ils sont au milieu des arbres et des cris des enfants qu'ils auront peut-être un jour. Enfin, elle en a vraiment envie. Lui, il fait comme si c'était pas encore à l'ordre du jour, mais au fond, il est d'accord. L'homme et la femme regardent ensemble dans la même direction.